Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les auditeurs de KTO et bienvenue dans ce nouvel épisode des conversations littéraires de week-end. Vous aurez remarqué depuis le début de cette émission qu'ici à KTO, on aime bien les voyages, on aime bien les écrivains voyageurs. On a déjà parlé une fois du Japon, d'ailleurs l'année dernière avec Amélie Nothomb, qui était venue nous présenter à la fois son roman japonais et un bel album qu'elle avait publié sur le Japon. Et on a aujourd'hui un autre écrivain voyageur avec nous qui est Emmanuel Ruben. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis le Japon. Et donc le nouveau livre d'Emmanuel Ruben s'appelle L'usage du Japon. Clin d'œil à Nicolas Bouvier, on en parlera tout à l'heure, avec un sous-titre intriguant, dont on parlera évidemment aussi tout à l'heure, c'est Une traversée de l'archipel à vélo. Alors on n'a pas besoin d'être très bon en géographie pour se rendre compte que déjà le Japon c'est très étendu en fait. Vous avez eu la charité de nous mettre une carte d'ailleurs au début, 2 cartes même, comme ça on voit un peu le topo si j'ose dire. Et puis faire ça à vélo, effectivement, ça ne laisse pas de nous intriguer. Donc on a plein de sujets, on a plein de questions à vous poser. D'abord, vous n'êtes pas spécialiste du Japon, me suis-je laissé dire, à l'origine. Non, je suis écrivain, mais avant, spécialiste un peu géographe. Voilà, géographe. Géographe. J'ai fait des études de géographie, j'ai fait des études de russe aussi à l'INALCO, aux langues orientales. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis passionné pour les pays de l'ancien bloc de l'Est, et notamment de l'ex-URSS. J'ai enseigné la géographie post-soviétique. J'ai vécu dans les pays baltes, j'ai vécu dans les Balkans. En Serbie, à Novi Sad. Et c'est vrai que mes livres se sont passés... J'ai vécu aussi en Ukraine, et mes livres se passent souvent dans cette région, on va dire, qui va de la Baltique à la mer Noire. Vous avez écrit sur le Danube en particulier. Oui, sur Jérusalem aussi. Il n'est pas spécialement dans les pays baltes. Non, ça fait loin. D'accord. Pourquoi ? Vous avez une explication sur ce tropisme Europe de l'Est, disons, à l'origine ? Je pense que ça vient de l'invention d'un pays imaginaire. Quand j'étais enfant, j'ai inventé un pays imaginaire à l'âge de 9 ans. C'était un pays qui se situait tout d'abord en forêt noire et que j'ai ensuite déplacé. Je l'ai découpé, j'en ai fait un archipel et je l'ai déplacé dans la mer Baltique. D'accord. Et donc, je n'ai eu de cesse dans ma vie d'essayer de retrouver, en fait, de me rapprocher de ce pays imaginaire qui s'appelait la Zintari. Ah oui, carrément, c'est allé aussi loin que ça. Et qui est la matrice de tous mes livres. C'est très important, en fait. Ça joue un rôle très important dans mes livres. Mon grand rêve est toujours d'écrire un grand roman zintarien. J'ai tendance parfois un peu à me considérer comme un écrivain zintarien. J'avais inventé une langue, j'avais cartographié le pays à toutes les échelles possibles. À quel âge, ça ? J'ai fait ça de l'âge de 9 ans à l'âge de 16 ans. On va dire que de 9 à 16 ans, si vous aviez demandé à mes parents d'où je venais, qui j'étais, vous aurez dit que j'étais zintarien. Oui, ou martien au choix. D'accord. Ah oui, c'est vraiment passionnant. Et vous avez gardé des écrits Oui, bien sûr, j'ai tout gardé. D'accord. J'ai tout gardé, j'ai des classeurs, j'ai toutes les équipes j'ai les maillots de toutes les équipes de foot de Zintari avec le nom de tous les joueurs et de leurs remplaçants. Et j'ai les biographies de tous les hommes politiques, c'était une grande baronnie, alors il y a tous les grands barons, j'ai les frises chronologiques. C'est excellent. J'ai les blasons de toutes les communes, de tous les cantons. Il y avait 14 cantons. Et le retour à la réalité, quand vous partiez de Zintari, l'atterrissage devait être un peu acrobatique, non ? L'atterrissage, c'était au bord du Rhône. Oui, on est à Lyon dans les années 80-90. À côté de Lyon, à côté d'une centrale nucléaire, qui est Superphénix. C'était le sujet de mon dernier roman, Malville. Donc en effet, c'était peut-être pour échapper à cette
à ce canton de la France périphérique que je me suis... Et nucléaire. Et nucléarisé, très nucléarisé. Oui, d'accord. Ah oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Et donc, vous n'excluez pas un jour un roman zintarien? Ah, j'y travaille tous les jours. D'accord. Ah oui, donc c'est bien enclenché. Mais je ne sais pas quand ça sortira. Ça va être énorme. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ce sera peut-être très court. D'accord. Donc, géographe, et puis vous aimez beaucoup les cartes. Oui, parce qu'en fait, j'ai passé justement, quand j'ai inventé ce pays imaginaire, j'ai passé des journées et des journées à plat ventre sur la moquette de ma chambre à dessiner les cartes de la Zintari en essayant d'imiter les cartes Michelin, puis ensuite en imitant les cartes IGN. J'ai fait ça au 1 millionième, au 200 millième, au 50 millième, au 25 millième. Le grand avantage de la Zintari par rapport au Japon, c'est que c'était un archipel grand comme un département français. Oui, c'est plus raisonnable. Le Japon, ça fait beaucoup de départements français. Oui, vous n'êtes pas lancé dans un pays aussi compliqué que le Japon. Non. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et donc, ce tropisme Europe de l'Est, donc vous avez appris le russe? J'ai appris le russe. Et vous dites à un moment que vous êtes malheureux, évidemment, vu les circonstances internationales, parce que c'est plus une langue très praticable, j'allais dire. C'est devenu un peu comme l'allemand dans les années 30 et 40, en fait, le russe aujourd'hui. C'est un peu pestiféré. Voilà, alors que c'est une très belle langue à laquelle je suis très attaché, mais qui est parlée aujourd'hui par un abominable personnage. Heureusement, il y a encore plein de gens très fréquentables qui parlent cette langue et qui gardent cet La langue amour n'est pour rien, la culture n'est pour rien, le peuple non plus. Bien sûr. Une seule chose qui me préoccupe un petit peu, c'est que je connais bien l'Ukraine, j'ai passé beaucoup de temps en Ukraine et j'y suis retourné récemment. J'étais à Kiev en juin 2023 avec Emmanuel Carrère d'ailleurs, et pendant la guerre, et ce qui ne m'était jamais arrivé avant quand on se promenait à Kiev. On s'est retrouvé un jour dans la banlieue de Kiev, j'ai parlé russe, et là je me retrouve face à un type qui me dit « Mais pourquoi tu me parles russe ?» Je dis pas parce que je parle pas l'ukrainien, je suis désolé. Il me dit si on parle pas russe, on parle oui, bien russe, sûr. Ils n'ont pas envie de parler russe. Oui, mais pendant longtemps, à Kiev, on parlait russe, sans aucun problème. Et là, Poutine a détruit ça. Il a détruit sa propre culture. Voilà, il détruit tous les jours sa propre culture. Il a détruit le fait que la langue russe en Ukraine était un peu comme le swahili en Afrique orientale, c'est-à-dire une langue que tout le monde utilisait. Vous savez, si on se retrouvait avec que des ukrainophones, il suffisait qu'il y ait un russophone qui débarque et tout le monde passait au russe. C'était vraiment très différentes, les deux langues ? C'était la langue véhiculaire. Oui, ce sont deux langues différentes. D'accord. Je comprends un peu l'ukrainien, mais je ne le parle pas. D'accord. Et vous avez publié 2 livres donc, en référence à l'Ukraine. Donc, il y a un hommage à l'Ukraine que vous avez dirigé chez Stock en 2022. C'est un ouvrage collectif. Et puis, des nouvelles ukrainiennes chez Point en 2022 également. Donc, vous avez marqué votre soutien et votre attachement à l'Ukraine. Les 2 livres, j'avais décidé de renoncer à mes droits pour les 2 livres, et donc en fait on a reversé tous les droits à des ONG, Bibliothèques sans frontières pour les nouvelles ukrainiennes, qui sont des nouvelles que j'ai rapportées d'Ukraine, que j'ai écrites moi-même, et puis l'aide médicale et caritative France-Ukraine pour l'hommage à l'Ukraine, qui est un livre que j'ai dirigé, préfacé et co-traduit avec Irina Dmitrichine, qui est une grande traductrice de l'ukrainien en France, et qui contient 14 textes écrits spécifiquement pour ce livre par des auteurs ukrainiens, dont 2 russophones, Andrei Kourkov et Boris Khersensky. Solidarité active donc avec l'Ukraine. Exactement, ça me paraissait à partir du moment, c'est une idée que j'ai eue au lendemain de la guerre. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'écrivain. Je ne suis pas reporter de guerre, je ne vais pas partir demain non plus pour me battre en Ukraine. Ce que je peux faire, les armes qui sont les miennes, eh bien c'est ça, c'est de faire parler de l'Ukraine, qu'on n'oublie pas l'Ukraine, et que les lecteurs francophones en sachent un petit peu plus sur ce pays très divers. Oui. Tout à fait. Vous êtes le 2e écrivain voyageur russophone qu'on reçoit ici. On a reçu Cédric Gras, qui est votre collègue d'écurie. On a même eu le même directeur
Mais absolument, thèse. On vient et... vraiment de la même, voilà, exactement de la même écurie. L'écurie. Et donc, on a parlé déjà de tout ça avec Cédric. Donc, on est très heureux de pouvoir aborder à nouveau ces sujets. Alors, l'usage du Japon, c'est un clin d'œil à l'usage du monde. Nicolas Bouvier, pour vous, c'est le gourou des écrivains voyageurs? Oh, bah, pas seulement pour moi. Oui, enfin, je dis pour vous parce que vous êtes là. Mais oui, bien sûr, pour beaucoup de monde, c'est un très grand modèle. C'est Nicolas Bouvier, je l'ai découvert, j'avais 25 ans. J'ai toujours considéré que c'était un peu tard pour le découvrir, mais il n'est jamais trop tard. Quand je le découvre, je suis moi-même en train de parcourir un peu le monde. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu aux États-Unis. Je suis parti quelques mois en Amérique du Sud, au Pérou, en Équateur. Je reviens d'Istanbul où j'ai passé 6 mois et je me retrouve à Riga où je travaille pour l'ambassade de France. Et en fait, est invité à Riga Pierre Starobinski, le fils de Jean Starobinski, qui est un spécialiste de Nicolas Bouvier et qui vient nous parler de Nicolas Bouvier. Et c'est absolument passionnant. Je lis d'une traite l'usage du monde. Je me dis, mais c'est ma vie, ça, en fait, de parcourir comme ça le monde. C'est ce que je veux aussi continuer à faire. Et dans la foulée, je vais lire la chronique japonaise. Et la chronique japonaise va me frapper parce que vous avez cet incipit que j'aime beaucoup, dans lequel Nicolas Bouvier dit chacun aujourd'hui saurait les yeux fermés situer le Japon sur une carte, mais personne ne sait exactement d'où viennent les Japonais. Et là, il raconte en fait toute la mythologie. Il dit du ciel directement. Ils descendent du ciel, puisque si on lit le Kojiki, voilà, l'empereur du Japon est l'arrière petit-fils de Amaterasu, la déesse du soleil. Et ça, c'est écrit dans le Kojiki, donc, qui est un recueil de mythes japonais très anciens. Et cette mythologie, on la retrouve, on la retrouve dans toute l'histoire du Japon. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, La chronique japonaise, c'est la faculté qu'a Nicolas Bouvier de mêler cette mythologie, la géographie du Japon, son histoire, à sa propre histoire intime, puisqu'il est en train de découvrir le Japon. Il va faire 3 séjours au Japon. Un premier séjour en 1956, dans la foulée de l'usage du monde, quand il s'embarque à Singapour dans un bateau pour Yokohama, où il devient à Tokyo photographe. En fait, c'est là que Nicolas Bouvier se découvre véritablement comme artiste et comme écrivain au Japon. Pour lui, ça a été une révélation. Absolument. C'est-à-dire qu'il prend des photos pour l'Asahi Shimbun, qui est l'équivalent du Monde au Japon, le journal le plus lu. Ces photos sont publiées dans ce journal et accompagnées de textes de Nicolas Bouvier, mais qui ont été traduits en japonais. Donc en fait, il écrit des textes en français qui sont immédiatement traduits en japonais. Et c'est comme ça qu'il va gagner sa croûte au Japon, alors qu'il est dans un état de dénuement absolu. Il y retourne en 1964 avec Eliane, sa femme, qui nous a quittés il y a peu de temps. Leur premier enfant, Eliane est enceinte, et ils vont vivre à Kyoto, cette fois-ci, au Daitokuji, qui est un immense temple dans lequel se trouvent plein de sous-temples et de pavillons, et ils vont vivre dans le pavillon du nuage auspicieux. Et j'ai essayé de retrouver ce pavillon quand j'étais à Kyoto. Après, Nicolas Bouvier va partir à Hokkaido. Ça aussi, ça va être un enchantement pour lui, parce que Hokkaido, il va retrouver un peu la Suisse, une sorte de Suisse insulaire de 5 millions d'habitants. Il va être véritablement enchanté par cette île. Je trouve que c'est les plus belles pages de la chronique japonaise. Et il retourne au Japon en 1970 à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka. Il y en avait déjà une, comme il y en a une cette année. Et il accompagne la délégation suisse. Oui, il y a toute une histoire donc, de Bouvier avec le Japon, comme il y a une histoire de Bouvier avec plein de pays d'ailleurs, puisqu'il a passé sa vie. Bon, mais vous aviez remisé un peu ce Japon, on va le remiser nous aussi. Il y a plein d'écrivains voyageurs non moins prestigieux avant et après Nicolas Bouvier. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Bouvier, si on devait chercher un peu?
par rapport aux autres? J'ai envie de dire l'émerveillement. C'est quelqu'un qui a toujours gardé un regard d'enfant sur les choses. C'était pas forcément facile pour lui, parce que c'était aussi un grand dépressif, hein, Nicolas Bouvier. Il buvait beaucoup. J'en ai parlé avec des gens qui l'ont bien connu. Et il avait cette faculté à s'émerveiller devant des petites choses du quotidien. Je crois qu'il voyageait pour ça, pour renouveler en fait cette capacité d'émerveillement. L'humour aussi, il y a beaucoup d'humour. J'allais le dire. Beaucoup d'humour chez Nicolas Bouvier, beaucoup d'autodérision, il se moque de lui. Il reste toujours très modeste, très humble face à ce qu'est le choc de la découverte d'un autre monde, d'une autre civilisation. Il y a des textes qui sont plus négatifs, mais qui n'avaient pas publié dans la chronique japonaise et qu'on trouve dans Le Vide et le Plein. Moi, j'aime moins Le Vide et le Plein, qui a été publié de façon posthume, parce que je pense que c'est les textes justement qu'il avait... c'est l'autre face de Nicolas Bouvier. Il a un côté très immédiat, très réactif. Mais il peut être caustique aussi. Caustique, ça peut être quelqu'un et puis agacé. Voilà, et puis, voilà. Sauf que ces textes, il ne les avait pas inclus dans la chronique japonaise. Et c'est un choix que j'ai fait aussi. Moi aussi, il y a des choses qui m'ont agacé au Japon. Mais je me suis dit, il y a un moment, est-ce que je les mets dans le livre ? Est-ce que les lecteurs ont besoin de savoir ça ? Est-ce que les lecteurs ont besoin de savoir toutes les emmerdes que j'ai pu avoir au Japon parce que je voyageais à vélo, que mon vélo, il faut toujours que je le mette dans une sacoche, je le raconte que je le démonte et tout ça, que je me suis retrouvé dans des endroits c'est parfois marrant qui sont une fois, pas... mais c'est pas le plus important dans l'histoire. Voilà, je pense que on est... Et puis, il faut rester aussi humble face à ça, parce que voilà, vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre, dont vous n'avez pas appris la langue. D'ailleurs, une fois, un policier me le fait remarquer. Il me dit, mais comment on peut vivre... Enfin, il lui dit à ma prof de japonais, parce qu'il ne parlait qu'en japonais, il lui dit, comment est-ce qu'on peut vivre au Japon sans parler la langue ? Lui, ça lui paraît impossible. Et surtout, il m'a humilié en me demandant d'écrire l'adresse de la Villa Kujoyama en japonais, et je n'y arrivais pas, et il refusait que ce soit ma prof de japonais qui le fasse, et il m'a donné un cours de calligraphie, c'est-à-dire que le policier m'a appris à tracer les kanji. On va revenir au Japon dans un instant, mais on va écouter votre premier choix musical, Emmanuel Ruben. Ça s'appelle Sasurai, par Ako Yamazaki, et vous aurez la gentillesse de nous expliquer après qu'est-ce que c'est, de quoi ça cause et pourquoi ce choix.
一人さすらいの中夕日に歌えば赤い歌声 On revient avec Emmanuel Rubin pour son usage du Japon, une traversée de l'archipel à vélo. Merci pour ce beau morceau de blues japonais. Alors c'est quoi, c'est qui cette Ako Yamazaki et qu'est-ce qu'elle raconte dans sa souraille? Alors je peux donner les premières paroles. Ça dit: mon village n'est plus, ne reste que le chemin que je parcours désormais. La ville dont je me suis éprise est fraîche dans ma mémoire. Et mon village natal, lui, a sombré dans l'oubli. D'accord, ça va bien avec la mélancolie de la musique. Voilà, c'est une chanson très mélancolique. Ako Yamazaki, elle est née dans les années 50 sur l'île de Kyushu, donc au sud du Japon. C'est une chanteuse pop japonaise et je l'ai découverte en fait dans un petit bar de Kyoto dans lequel la barman, en fait, la barwoman passe en boucle des chansons de Ako Yamazaki avec des clients qui boivent du saké et qui en même temps qu'ils boivent la suavité de la musique. Voilà, c'est ça. C'est très beau. En effet, c'est une musique qu'on a l'impression de boire et ce sont en plus sur des vieux vinyles. Au Japon. On dit qu'à Kyoto, il y aurait 2800 temples, mais je crois qu'il y a encore plus de bars. Il doit y avoir plus de 3000 bars. À Kyoto, ce sont des bars qui sont minuscules. Très souvent, vous avez des immeubles entiers avec des bars qui s'empilent à tous les étages. Là, c'était au 2e ou au 3e étage d'un bar de Pontosho. Et je suis rentré dans ce bar simplement parce qu'en fait, je m'étais mis à écouter aux portes. J'écoutais aux portes des bars pour savoir quelle était la musique qu'on passait. Et je savais si j'allais rentrer ou pas. Et quand on rentre dans ce genre de bar, évidemment, il y a 8 places. Les 8 places sont prises. Mais quand les Japonais voient un étranger se pointer comme ça, avoir le culot de se pointer, alors que jamais un étranger ne pousse cette porte, il y en a toujours un qui se lève, qui considère qu'il a bu assez de saké et qui, en titubant, prend son manteau au porte-manteau et vous laisse sa place. Et là, vous vous retrouvez avec que des Japonais qui ne parlent que japonais. Vous êtes bien obligé de parler les quelques mots que... Oui, sachant que vous disiez tout à l'heure, vous ne parlez pas la langue à la base. Non, je ne parlais pas la langue. Au bout de 4 mois, je savais dire des choses très basiques, dire qui j'étais, que j'étais écrivain et que je faisais des recherches pour un livre, leur parler d'Ino Tadataka, qui était ce géographe, qui était un peu le fil rouge on va en parler de lui, mon évidemment. travail. Et j'ai été très ému par ces lieux qui sont consacrés à une icône pop et qui sont des lieux en effet très nostalgiques. C'est comme si on avait des bars Mylène Farmer ou que sais-je. Ouais. Le concept est marrant, vous devriez l'introduire d'ailleurs. Il y a peut-être une idée à creuser. Alors, on a pris les choses un peu en désordre, mais c'est pas grave. Donc, on parlait tout à l'heure de vos précédents tropismes, de vos lectures, etc. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'à 2023, vous n'étiez pas allé au Japon. Non. Vous aviez remisé ça dans un coin de votre mémoire, etc. Et puis, en 2023, après la Covid, je suppose que vous n'avez pas dû aimer vraiment cette immobilité plus ou moins forcée, comme nous tous. Donc, vous avez l'opportunité de partir enfin au Japon, dans cette fameuse villa. Alors moi je dis toujours Fujiyama, mais c'est pas Fujiyama, c'est pas loin. Kujoyama. Voilà, la villa Kujoyama, qui est donc une villa possédée par la France à Kyoto, qui est une espèce de villa Médicis japonaise ou de villa Velázquez japonaise, mais un peu moins connue, où donc on organise des résidences d'écrivains. C'est l'Institut français qui organise des résidences d'écrivains. Exactement. Donc vous concourez, vous êtes sélectionné et hop, vous voilà parti. Exactement. En fait, le déclic s'est fait, comme vous le disiez, pendant le confinement. On ne pouvait pas... on était limité au périmètre d'1 km². Vous savez, 1 km², quand vous faites du vélo, vous vous trouvez vite à tourner en rond. Le carré devient rond. et donc, j'étais réduit à faire un peu mon footing, ce que je n'aime pas trop faire. Et un
jour, j'emprunte à la bibliothèque municipale un manga de Taniguchi qui s'appelle Furari et qui est inspiré de l'histoire de Ino Tadataka, ce géographe. Voilà. Alors, Ino Tadataka, 1745-1818, dit-on dans l'argumentaire de votre livre. C'était un géographe particulier parce qu'il a cartographié le Japon. Il a arpenté tout le Japon à pied pour le cartographier. Premier cartographe du Japon. C'est ça, premier cartographe moderne. Ino Tadataka, il naît en effet en 1745 dans un village de pêcheurs. C'est un fils de pêcheur, très pauvre, famille très pauvre, abandonnée, recueilli par une famille de brasseurs de saké. On se trouve à l'est de Tokyo, dans la plaine du Kanto, pas très loin c'est le bec de canard du Japon. On est pas très loin de l'estuaire de la Tonegawa. Et il va, pendant 50 ans de sa vie, il va être dans ce village qui s'appelle Sawara. Et il va brasser du saké. Il va devenir assez riche. Ino, c'est le nom de la famille qui l'a accueilli. Il va devenir le chef de son village, mais à l'âge de 55 ans, il décide de tout plaquer. On est en 1800. Il décide de tout plaquer, de s'installer à Tokyo, qu'on appelle Edo à l'époque, qui est une ville millionnaire. Et il décide d'apprendre en autodidacte les mathématiques et l'astronomie dans un pays qui est un pays fermé. C'est le Japon des Tokugawa. Il y a très peu de choses. C'est juste avant l'ouverture. Voilà, il y a très peu de. La science occidentale pénètre à peine le Japon, un peu à travers, grâce à Nagasaki. Il y a une île artificielle de Tejima où sont installés les Hollandais qui laissent passer au compte-gouttes les choses que le shogun n'interdit pas, les livres que le shogun n'interdit pas. Et il va vouloir mesurer 1 degré de latitude terrestre. C'est un peu le Graal des géographes à l'époque. Beaucoup de géographes veulent mesurer 1 degré de latitude terrestre. Et il décide de se mettre à marcher comme un métronome. Chaque pas doit faire 1 mètre dans Tokyo pour déterminer cette mesure. Sauf qu'il va comprendre qu'il faut qu'il fasse un voyage beaucoup plus long pour que la mesure soit pertinente. Il va profiter de la colonisation de Hokkaido, qu'on appelle à l'époque Yezogashima, l'île des barbares, pour proposer au shogun d'en faire la cartographie. Shogun lui dit vas-y, débrouille-toi. Ça mange pas de pain, ça ne me coûte pas d'argent. T'es riche, tu t'es enrichi avec le saké, vas-y tout seul, on verra bien si tu reviens vivant. Et donc il part à Hokkaido avec 6 personnes, dont son fils de 15 ans. Il fait tout le tour à pied de cette île. Il en revient avec une carte absolument magnifique. Et le shogun est ébloui par la beauté de cette carte, par sa pertinence. Il voit bien que elle est précise, elle est bonne. Précise. C'est la première fois. En fait, c'est la première fois que quelqu'un cartographie précisément le Japon. Il y avait des cartes du Japon, mais le Japon sur ces cartes ressemblait à un gros concombre, à un gros navet. Il y avait des géographes japonais qui étaient arrivés en collectant quelques arpentages locaux à proposer une géographie qui soit un petit peu plus précise, mais tout ça reste quand même très artisanal. Et il va se prendre au jeu, le shogun va lui faire confiance, il va devenir un samouraï, il va avoir un sabre d'un côté, la boussole de l'autre, et pendant 17 ans de sa vie, il va marcher tous les ans, il va partir pendant plus de 300 jours par an pour arpenter les côtes du Japon. Quand il ne peut pas le faire à pied, il le fait en barque, avec cette fois-ci toute une équipe. Il y a toute une entreprise quand même derrière ça, de géomètres et d'arpenteurs. Il en revient et il dessine les cartes quand il est de retour à Edo. Et ce sont des cartes qui sont très très belles, qui sont très précises. Toutes ces cartes sont réalisées à la main. On les a conservées ?
Hélas, non. Le Japon est un pays qui a connu un certain nombre de séismes, comme on sait, et d'incendies, surtout les incendies qui sont ravageurs à la suite des séismes. Notamment à la fin du 19e siècle, il y a un très grand séisme qui entraîne un incendie et le palais impérial est ravagé. Toutes les cartes sont perdues, mais il y a eu des copies qui ont été faites de son vivant. Et donc, on va conserver des copies. Aujourd'hui, on ne conserve que des copies, sauf une carte mythique qui aurait peut-être été sauvée de tout ça parce qu'elle s'est retrouvée en France. Et, ça, vous le saviez avant ? Je l'ai découvert là-bas. D'accord. Et ça a été... alors ça, ce serait le sujet d'un roman, hein, parce que oui, j'en parle à peine. Voilà, évidemment, moi, j'aimerais écrire un roman sur Ino Tadataka, parce que c'est la découverte de cette carte en France, c'est absolument romanesque. J'ai une petite idée, j'ai une hypothèse de comment... Vous l'avez toujours pas vue ? Alors, c'est un mystère, cette carte, parce qu'en fait, elle est conservée à Kyoto. J'ai demandé à la voir en prétextant un peu, je suis français, cette carte a été retrouvée en France et tout. Le conservateur du fonds Ino Tadataka à Tokyo m'a dit que même lui, il n'avait jamais pu la voir. Elle est conservée par une entreprise japonaise. Et vous savez, au Japon, il y a un culte du secret. C'est très difficile. Même les copies, j'avais beaucoup de mal à pouvoir y avoir accès. Oui, il n'y a pas ce côté patrimonial. On veut mettre en valeur le patrimoine, on montre les choses, etc. On montre peu au Japon. Souvent, vous voyez, il y a beaucoup d'endroits où vous ne voyez que des copies. Ça arrive que vous voyez des originaux. Mais vous avez si vous allez au palais du Shogun aujourd'hui à Kyoto, tout ce qui est sur les murs, ce sont des copies. Après, il y a un petit musée attenant où derrière des plaques de plexiglas, vous pouvez voir quelques-uns des originaux. Qu'est-ce qu'ils en font des originaux ? Ils les stockent dans des coffres-forts C'est souvent considéré comme trop fragile, trop précieux ça pour être montré. Et puis il y a un surtourisme au Japon qui ne fait que les rendre plus méfiants et plus précautionneux. Alors revenons à votre aventure et à votre départ. Donc vous obtenez cette résidence d'écrivain à la villa Kujuyama et non pas Fukuyama, la villa Kujuyama de Kyoto, ancienne capitale du Japon. Et vous voilà parti pour 4 mois, c'est ça ? 3-4 mois. 4 exactement. mois. J'arrive le 14 novembre 2023 et je repars autour du 15 mars. Et pourquoi cette idée d'emmener votre vélo ? 2024. Mais parce que moi, je ne peux pas me passer de vélo. Je fais du vélo tous les jours. Je suis un grand mordu de vélo. J'ai fait de la compétition cycliste. Le vélo fait partie de mon équilibre Vous circulez toujours vital. à vélo ? Toujours. Donc, je savais que j'aurais besoin de mon vélo sur place. J'ai même acheté un autre vélo sur place pour avoir un petit vélo avec lequel... parce qu'on ne se gare pas n'importe où. Donc, mon vélo est un vélo de course. Donc, parfois, c'était un peu délicat. J'ai d'ailleurs eu un ennui que je raconte dans le livre avec ce vélo en piquant une place de parking. Donc j'avais acheté un autre petit vélo pour circuler un petit peu partout. Mais ce vélo de course m'a été très utile parce que en fait, au Japon, vous devez toujours démonter votre vélo, le mettre dans une housse à chaque fois que vous prenez un transport en commun, même les TER. Il n'y a que dans les bateaux que vous n'avez pas besoin de le faire. Alors j'adorais prendre le bateau pour ça, puis ça permet d'aller voir des îles. Voilà, à partir du moment où le vélo est dans une housse, vous pouvez même prendre un bus avec votre... Mais le Japon, si mes souvenirs sont bons, ça monte et ça descend tout le temps. Moi j'adore ça. Montagnard. Je suis un grimpeur. Ah bon, d'accord, ok. Si vous êtes un grimpeur, le Japon, c'est parfait. D'accord. Vous saviez quand même où vous mettiez les roues, si j'ose dire. Ah oui, bien sûr, oui. J'ai une fascination depuis longtemps pour la géographie, pour la topographie japonaise. Je trouve ça absolument fascinant. Pour moi, comme j'avais inventé un archipel dans mon enfance, j'aime beaucoup les archipels. Et en plus, cet archipel, c'est un archipel fractal. Vous avez des
presqu'îles, vous avez des presqu'îles dans les presqu'îles. Oui, c'est pas d'une simplicité. Non, c'est pour ça que ça fait 40 000 km le tour du Japon. Alors, ce qui en fait quand même le 7e linéaire côtier au monde. C'est un pays de côte, en effet. Voilà, et de presqu'îles et d'îles, etc. Donc, je suis en train, là, tarabiscoté. Voilà, en vous écoutant, c'est l'impression que j'ai. Merci pour les 4 pages de cartes qui sont au début. Donc, fait à la main. Vous avez fait votre petit Tadataka, merci. Ouais. Effectivement, c'est pas simple. Les noms, la topographie, etc. Et on se dit, faire ça à vélo, mon Dieu. Enfin, vous n'avez pas tout fait le Japon, j'imagine, comme on dit. Non, j'ai fait 3000 km. Moi, j'ai parcouru 3000 km. C'est déjà pas mal. Je savais qu'en 4 mois, je ne pourrais pas faire les 40 000 km de Gino Tadataka. Je crois que même en roulant jour et nuit, c'est pas possible. J'aime bien quand les gens reviennent de vacances et qu'ils vous disent « Ah, j'ai fait le Japon ». C'est une formule, les touristes qui rentrent. Cet été, j'ai fait la Grèce. Chapeau. Je pense qu'en une vie, on ne fait pas le Japon. On ne fait pas le Japon. Et alors, première impression, du coup, vous débarquez, vous ne parlez pas la langue, vous ne connaissez personne, vous avez votre vélo sur le dos. Ouais. What happens, comme on dit en japonais. Bon, j'avais la chance d'être accueilli à la Villa Kujoyama, ce qui est quand même un filet de sauvetage. Voilà, c'était une chance considérable. Donc, je suis logé. C'est une villa moderne, art déco. C'est pas du tout une villa tradie. Non, c'est une villa en béton. En béton. Béton brut, un peu dans le style Tadao Ando, qui se dresse sur les hauteurs de Kyoto, de la Higashiyama, donc la montagne de l'Est. Et donc c'est un petit peu en dehors de la ville. Il y a une rampe à 15% pour y accéder. Donc tout le monde prend des vélos électriques. Et même moi qui adore grimper, j'avoue que quand je revenais d'une sortie de 150 bornes, que j'avais ensuite mis mon vélo dans le train, que je l'avais porté sur l'épaule et que je l'avais remonté en gare et qu'ensuite je devais parcourir les kilomètres qui me séparaient de la gare à la Villa Kujoyama en finissant par cette rampe à 15%, j'avais un peu l'impression de faire le Tour de France quand même. Donc il y avait des moments où j'étais un peu exténué, surtout quand après il fallait ressortir, surtout quand il fallait ressortir le soir après pour aller boire quelques verres de saké, toujours à vélo, bien sûr, avec un autre vélo. Donc j'en avais plein les mollets. On veut bien le croire. On va revenir au Japon avec vous dans un instant, mais on va marquer donc une deuxième pause musicale. Alors cette fois-ci, c'est, si j'arrive à me relire, Sanchiko voilà, Kanenobu, qui nous chante Aoi Sakana. Et on va en parler après.
Retour avec Emmanuel Ruben pour l'usage du Japon. C'était plus pop, hein, ce morceau-là. Le premier était plus bluesy, plus mélancolique. Là, on est dans la... Je ne sais pas s'il y a l'équivalent d'une K-pop, dans la J-pop. Oui, alors Aoi Sakana, ça veut dire poisson bleu. Et c'est une chanson que j'ai découverte grâce à Wim Wenders. C'est une chanson qui est dans la bande originale de Perfect Days, le dernier film de Wim Wenders qui se passe à Tokyo, dans les toilettes publiques de Tokyo, où on suit un agent de surface en fait, hein, qui nettoie ces toilettes un peu high-tech et qui s'émerveille tous les jours sur l'éclosion du printemps. Il y a bien du mérite. Oui, mais c'est un très beau film. J'ai beaucoup aimé ce film de Wim Wenders que j'ai vu au Japon. En japonais ? Alors, c'est un film qui est en anglais et en japonais. Vous êtes assez vite, si on suit votre récit, vous êtes assez vite, j'allais dire, immergé. C'était l'idée de ne pas rester entre soi. Vous étiez là, il fallait faire le job d'une certaine façon, vous l'aviez voulu, vous étiez sur place, et vous saviez qu'il y aurait un livre derrière. Ce n'est pas une obligation, évidemment, de résultat, mais vous saviez évidemment que vous alliez en faire quelque chose. Mais pas forcément ce livre. Il m'a un peu échappé parce que moi, j'étais parti pour écrire un roman sur Ino Tadataka, ce fameux géographe. Fameux roman. Et donc, je fais des recherches sur Ino Tadataka. Je vais partout où je peux glaner de l'information sur lui. Sauf que, évidemment, en traversant le Japon, tous les jours, je suis émerveillé par tout ce que je vois, par toutes les choses du quotidien, et je me mets à tout noter en fait chaque jour. Et pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé Instagram, que j'utilisais très peu, pour écrire vraiment des textes. Et donc j'écrivais des textes de 2200 signes, c'est le maximum qu'on peut faire sur Instagram, qui était accompagné de 10 images, parfois des photos, parfois des dessins dont certains sont dans le livre, qui se retrouvent dans le livre, des dessins que je faisais sur place dans mon carnet, dans les endroits où les photos étaient interdites. Vous dessinez d'habitude ou vous y êtes mis exprès ? Non, je suis quelqu'un qui dessine depuis l'enfance, mais ça vient par vagues. Il y a des périodes entières, autant j'écris presque tous les jours, mais il y a des périodes entières où je ne dessine pas, puis il y a des moments où ça revient. Et quand ça revient comme ça par vagues, des fois je ne peux faire rien d'autre que dessiner. En plus, là-bas, j'avais pris des cours de calligraphie. J'allais dire, techniquement, c'est un dessin à l'oriental ou... à l'encre, Alors, il y a de l'encre de Chine et j'utilise souvent des feutres bleus qui sont des feutres japonais. En effet, ce sont des feutres Pentel ou des feutres Kuretake qui sont des feutres de calligraphie, qui sont des feutres aquarellables. Et j'aime énormément ces feutres. Je trouve qu'avec un seul bleu, j'utilise souvent un seul bleu, on peut donner en fait tous les dégradés pour exprimer ce qu'on appelle la perspective aérienne, c'est-à-dire l'empilement en fait des horizons, qui est quelque chose de très particulier au Japon, parce qu'au Japon vous avez toujours des montagnes qui succèdent aux montagnes, des îles qui succèdent aux îles, et donc des degrés de bleu différents aussi, avec le bleu de la mer qui est changeant. Et donc c'est ça que j'ai essayé de saisir, cette espèce d'infinité de cet horizon japonais. Et donc en fait, Instagram a été aussi une école d'écriture, puisque tous les jours j'écris ces textes. J'arrive à la fin des 2200 signes, je me dis j'ai plein de choses encore à raconter. Et comment faire pour que ça tienne en 2200 signes ? Eh bien, il faut enlever tout ce qui ne sert à rien en français. Donc en fait, j'ai essayé ce sont des textes qui sont très condensés, il n'y a pas de retour à la ligne. J'ai essayé d'enlever tout ce qui ne sert à rien, vous savez, toutes ces prépositions qu'on a en français qui sont inutiles. Et j'ai très souvent, ça partait souvent d'une image. Donc c'est pour ça que dans le livre, eh bien, il y a 100 textes dans le livre pour 120 jours. Donc il y a 20 jours où je me tais, où je ne dis pas ce qui m'arrive. Et il doit y avoir une 60aine de dessins. Oui, qui ouvre en général le chapitre un peu comme un frontispice. Assez intéressant comment la technique
par force conditionne l'écriture. Bon, on le connaît en journalisme, évidemment. Quand on vous dit « tu as 2 feuillets, donc ça fait 3000 signes », en principe, il ne faut pas dépasser. Donc ça me module, évidemment, ça conditionne l'écriture. Moi, je l'ai même. appris en ambassade, en écrivant des télégrammes TD, diplomatiques. Oui, c'est encore plus court, quand oui. on écrit des télégrammes diplomatiques, c'est vraiment une école d'écriture. Et Instagram, c'est une autre école d'écriture. Parce que c'est vrai que si vous voulez raconter votre vie sur Instagram, il faut être très... voilà, moi je dis à un moment, les 2200 signes d'Instagram, dans notre bavardage quotidien, on passe notre temps à communiquer quand même, je crois que c'est l'équivalent des 17 syllabes du haïku du XVIIe siècle. Il y en a un d'ailleurs. Il y a quelques haïkus. Oui, quelques haïkus. Ouais. Oui. J'ai écrit quelques haïkus. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai écrit des haïkus. Vous êtes japonisé au point d'écrire des haïkus. J'étais totalement tatamisé. Tatamisé. C'est ça que disent les Japonais. Ils nous appellent les tatamisés. C'est les Français, enfin c'est les étrangers qui. Moi, j'avais ajouté sushisé dans mon compte rendu de votre bouquin. Qui se passionnent pour. Alors, qu'est-ce qui vous a tatamisé? Des Japonais, évidemment. Vous avez rencontré des gens parce au Japon, il faut rencontrer des Japonais et faire comme les Japonais dans une certaine mesure. Vous êtes obligé de faire comme les Japonais pour certaines choses. Quand on vous salue, il faut rendre le salut. Quand on vous remercie, salue tout le temps. On vous salue tout le temps. Quand on vous remercie 30 fois, il faut rendre le merci 30 fois. Donc il faut vous courber 30 fois. Quand on vous félicite, pareillement. Quand on vous dit 30 fois qu'on est enchanté de vous rencontrer, il faut le faire. Quand c'est aussi un pays où les sourires est permanent, c'est-à-dire que les gens passent beaucoup de temps à sourire, les gens sont très bienveillants. Je pense pas que ce soit de l'hypocrisie. J'allais dire, c'est pas agaçant à force? On peut percevoir ça parfois comme de l'obséquiosité, mais moi je l'ai jamais perçu comme ça. De la mécanique. Est-ce que c'est ressenti ou est-ce que c'est mécanique, c'est culturel, j'allais dire? Moi j'avais l'impression d'une sincérité. Je me souviens un jour, je suis allé acheter des cartes dans une petite boutique. Je crois qu'il n'y avait personne qui venait leur acheter des cartes. En fait, ils ne vivaient pas de ça. Je ne sais pas trop de quoi ils vivaient. En tout cas, ce n'était pas vraiment un commerce. C'était un endroit où on pouvait trouver des cartes. Je pense qu'ils n'avaient que des professionnels. En fait, ils n'avaient que des géographes qui allaient leur acheter des cartes. Un jour, ils voient débarquer cet étranger qui veut leur acheter des cartes. Et là, ils avaient l'air tellement authentiquement ravis que je leur achète des cartes que ça m'a vraiment touché. Je pense que c'était pas... Non, ça sortait de la mécanique. C'était pas joué. Non, je ne crois pas que c'était joué. Et ça, je l'ai ressenti plusieurs fois. Les Japonais, quand vous vous intéressez, pas comme un touriste, que vous vous intéressez vraiment comme un voyageur, au sens fort du mot voyageur, comme un nomade à ce qu'est leur culture, à leur paysage, à leur monument ou à une figure comme Hinota Dataka. Quand je disais le nom d'Hinota Dataka, c'était une sorte de sésame, ouvre-toi. Il est super connu au Japon. Oui, tout le monde le connaît, tout le monde apprend parce que c'est un modèle d'ascension sociale pour les plus jeunes, un modèle de persévérance pour les plus vieux. C'est-à-dire que fils de pêcheur, donc tout le monde, tous les enfants apprennent sa vie à l'école, ils l'apprennent dans les cours d'histoire et de géographie. Et ça leur permet d'espérer qu'eux aussi, peut-être, ils deviendront célèbres, même quand ils viennent d'un milieu très pauvre. Et puis, pour les gens âgés, le Japon est un pays très âgé, avec beaucoup de retraités. C'est le pays le plus âgé du monde. Beaucoup de centenaires, même. Voilà, beaucoup de centenaires. Et se dire qu'on peut recommencer sa vie à 55 ans, ça donne des idées à des gens qui se retrouvent à la retraite entre 65 et 70 ans et qui se disent, qui ont travaillé toute leur vie comme des forcenés et qui se disent maintenant en fait ma vraie vie elle commence là maintenant. Jusque-là j'ai fait tout ce que toutes les obligations, je me suis forcé à me plier au rythme infernal de cette économie. Et maintenant, en fait, je vais juste profiter. Kyoto, c'est très particulier au Japon, parce qu'on a une image un peu de carte postale à chaque fois que les gens veulent aller dans le Japon traditionnel, on dit va à Kyoto plutôt qu'à Tokyo, dans les grandes métropoles, etc., etc. C'est un monde préservé, c'est particulier, il y a une ambiance, il y a quelque chose.
Bien sûr, Kyoto, donc, est une ville qui n'a pas été bombardée, on le sait bien, parce que les Américains ont choisi de la préserver, alors que toutes les autres villes ont été bombardées, Hiroshima et Nagasaki par la bombe atomique, mais les autres avec des bombes plus classiques qui les ont ravagées. Tokyo est une ville qui a été détruite par 2 fois au cours du XXe siècle, en 1923 par le grand séisme du Kanto et en 1945 par les Américains. Beaucoup de villes sont comme ça, sont des villes qui sont absolument moches parce que tout a été reconstruit après 1945. Et oui, à Kyoto, c'est là qu'il reste le plus grand nombre de vestiges. C'est là qu'on peut imaginer ce qu'était ce 18e et ce 19e siècle de l'époque Edo, du Japon des Tokugawa, dans lequel vivait Ino Tadataka. Donc c'est vrai que c'est très précieux. Parfois, ça peut paraître un petit peu artificiel, un peu trop léché, trop touristique aussi par moment. Moi, je me sens un peu coupable si je dois envoyer d'autres touristes au Japon, parce qu'il faut savoir, je préviens les auditeurs, c'est un pays où il faut s'attendre à voir énormément de touristes. Oui, tout le temps. Tout le temps, ouais, toute l'année. Il y a quand même des coins, c'est tellement grand. Voilà, c'est grand. Il y a des coins où on peut échapper. On dit à nos auditeurs, prenez votre vélo et éloignez-vous des musts touristiques. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Si on n'a pas la forme physique pour le vélo, il y a le train. Vous avez des trains qui vont partout au Japon. Oui, qui sont très confortables. Qui sont très confortables. Tout est desservi par train au Japon quasiment. Vous pouvez aller partout, vous pouvez aller dans des endroits véritablement perdus, dans la montagne. Vous trouverez toujours il y aura toujours quelques touristes. C'est des endroits où il n'y a vraiment aucun touriste. C'est assez rare. On en trouve. Alors l'hiver, on en trouve. Moi, j'étais l'hiver quand même, ce qui est une chance. L'hiver, quand même, on trouve des endroits où il y a aucun touriste. L'été, je pense que c'est plus dur. Et puis après, je conseille l'hiver aussi parce que le climat est plus sec l'hiver. Et la langue, comment on se débrouille? Parce qu'on sait qu'il y a une légende qui dit que les Japonais parlent anglais et que c'est faux. Comment on se débrouille? Alors, on apprend quelques mots de japonais, d'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut apprendre les mots de base pour pouvoir rendre la politesse, pour pouvoir dire bonjour, pour pouvoir se présenter. Manger. Voilà, connaître un peu les mots. Commander du riz, commander du thé vert, gohan, ocha. Le temps passant très très vite, très rapidement, la connerie à éviter à tout prix qu'on ferait spontanément. Le conseil du Emmanuel Ruben pour nos auditeurs qui partiront au Japon. Ah là, vous me posez une colle. La connerie à éviter. la gaffe de l'occidental. Tout de suite. Le pourboire. Surtout pas, jamais. C'est humiliant. Oui, non. Je peux comprendre. Jamais de pourboire. Je l'ai faite, la gaffe. Alors que je l'avais lu, mais ça m'est passé à travers le... C'est le réflexe. Premier soir, Kyoto, je suis fatigué, j'ai oublié tous les préceptes qu'on m'a donnés. Dans un resto, je donne un pourboire. La honte. Ils l'ont laissé sur la table? C'était... En fait, vous voyez vous humiliez la personne qui vous a servi. C'est terrible, ça. Et ça, c'est terrible. Moi, ça ne me serait pas venu à l'idée au Japon, parce que c'est un pays dont on sait que le niveau de vie, etc. Mais ça, c'est vrai que dans d'autres pays aussi, vous avez raison. Pas de pourboire. En revanche, on peut acheter l'usage du Japon, une traversée de l'archipel à vélo, chez Stock, qui sera peut-être traduit en japonais, sait-on. Merci Emmanuel Ruben d'être venu nous emmener au Japon. Merci Jean-Claude Perret. Bon voyage à venir et revenez nous raconter quand vous serez revenu. Et on a hâte de lire ce roman sur Ino Tadataka et ce roman sur la... Zintari. Zintariens de tous les pays, unissez-vous. Merci, au mois prochain. Merci. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.